aussi une association. Et voilà, dans le but de promouvoir les alternatives, de critiquer les projets qui pourraient aller à l'encontre de notre objet. Et donc notre objet Alternativa, c'est d'accompagner une transition écologique et juste socialement. Et voilà, tout part de là. Petite historique peut-être juste pour nous deux, c'est un projet qui a déjà, enfin, nous on connaît depuis 3 ans, puisque on avait déjà répondu dans l'enquête publique précédente qu'on avait apprise pratiquement par hasard en fait. Un jour, une dame nous parle à la sortie d'un ciné-débat à Simon, juste là, sur Paris, et demande ce qu'on pense de cette extension, et on répondait qu'on n'en pense rien, parce qu'en fait, on ne sait même pas qu'elle existe. Voilà. Et donc on est allé creuser, on a fouillé le dossier à l'époque, on a déposé un recours en justice. Le juge, il y a 12 mois, a jugé le projet illégal et a demandé au promoteur et à la ville de Rosny-sous-Bois de corriger la copie. On rentrera un petit peu dans le détail. Et puis un nouveau projet donc, a été déposé il y a 5-6 semaines à peu près. L'enquête publique a été close il y a 1 semaine. Et dans le cadre de cette enquête publique, on a préparé un petit peu rapidement, parce qu'on l'a pris un petit peu tard aussi, on a attendu le dépôt du dossier, on a ouvert le dossier le jour d'ouverture et on s'est dépêché de faire en fait une analyse du contenu dont les chiffres qu'on va vous présenter en fait sont issus directement de l'enquête publique, de l'étude d'impact qui se trouve dedans et d'un certain nombre de pièces qui font partie de l'enquête publique comme l'avis de la MRAE qui est l'autorité environnementale de la région. Et de France Mobilité d'un certain nombre d'acteurs qui ont déposé comme ça. Est-ce que tu veux compléter sur autre chose et présenter Olivier ? Non, effectivement, voilà, on arrive un peu à ce qu'on amorçait tout à l'heure, c'est-à-dire que la fin de cette enquête publique n'est pas une fin pour nous, pour 2 raisons. C'est que finalement, étant passé par un recours donc en justice, quoi qu'il arrive, si le maire actuel signe des permis de construire, quelle que soit la vie de l'enquête publique, ça retournera au tribunal. Et voilà, et nous, on pourra aussi continuer cette action-là. Ce qui a été donc le point déterminant qui va ancrer toute notre présentation, c'est effectivement le délibéré du tribunal administratif de Montreuil il y a 1 an à peu près, qui a jugé illégaux les permis qui avaient été déposés à l'époque sur 5 points, qui étaient donc qui relèvent de beaucoup de choses, mais notamment en fait un manque d'information claire sur les dossiers qui étaient déposés, notamment l'étude d'impact, clairement sur donc une insuffisance sur la mesure en termes de pollution, donc des particules en suspension PM10 et 2,5, sur les incidences du projet sur donc, la qualité de l'air, l'augmentation du transport routier et les phénomènes ICU, donc îlots de chaleur urbain. 3e point, c'était que ne comprenait pas une analyse suffisante du cumul des effets des projets avec les autres projets situés à proximité, parce que très peu de projets étaient ciblés, on verra que c'est toujours le cas. L'étude d'impact ne comporte pas la description suffisante pour des mesures ERC, donc éviter, réduire ou compenser les incidences du projet en matière de pollution atmosphérique. Et de la même manière, sur la méconnaissance du principe de prévention sur les émissions des polluants de l'air et des phénomènes de chaleur urbains. Donc, comme disait Nicolas, il y a eu une nouvelle enquête publique suite à ce recours des 2 associations, c'est-à-dire Alternativa Rosny et le MNLE 93, qui étaient les deux parties prenantes de ce projet. On est soutenu par donc, une association de juristes qui s'appelle Notre Affaire à tous, qui nous a soutenus depuis le début sur l'aspect juridique. Et donc là arrive donc au 5 novembre, du 3 novembre au 5 décembre cette nouvelle enquête publique. À nouveau, on a été prévenu heureusement par l'enquêteur public qui a pris la peine de nous contacter,
Sinon, il aurait fallu qu'on trouve sur les quelques poteaux de la ville les affichages qui sont vraiment pas, qui se prêtent pas, on va dire, à trouver l'information, en sachant que cette petite photo elle illustre bien le phénomène, c'est-à-dire que sur le PLUI, on peut faire des affiches de communication, et donc, mais pas sur d'autres sujets. Donc, on a trouvé ça aussi un petit peu dérangeant que sur un même affichage, on traite l'information de manière différente. On revient aussi, pour avoir en tête aussi tous ces points-là, on avait rencontré M. Capillon à l'époque des municipales en 2020, ici même exactement, pour signer donc, le pacte pour la transition, qui comportait 14 mesures, dont une mesure qui portait spécifiquement sur les surfaces commerciales. La mesure 10, sur laquelle donc, M. Fauconnet, qui était aussi à l'époque candidat et qui a été élu par la suite, s'était engagé. Et il s'était engagé à quoi? Il s'était engagé sur les 3 niveaux d'engagement, un niveau intermédiaire, on va dire, qui était donc de dissuader l'installation de grandes surfaces pour rester en deçà d'un seuil critique à partir de 100 m² de surface de gondole pour 1000 habitants. C'est-à-dire que ça représenterait à l'heure actuelle, vu qu'on est à 46 000 habitants à peu près, 4600 m². C'est-à-dire que c'est déjà bien en dessous, 10 fois moins, 20 fois moins de la surface existante, par exemple, de Rony 2. Donc voilà, c'est quand même un engagement qu'il a pris avec nous. On essaie de suivre avec l'équipe municipale cet engagement. On verra quel est son positionnement là-dessus, de manière actuelle, parce qu'effectivement, on ne connaît pas son positionnement. On revient justement sur une prise de parole de M. Fauconnet au mois de juillet 2020. Je ne sais pas si ça va se lancer. Ah si, ouais, c'est le commerce de proximité. Dans la ville, le cœur de ville de Rony, est-ce que malgré tout, c'est pas une bonne chose de mettre en avant ces commerces de proximité, pour le coup, et peut-être moins les grands centres commerciaux qui attirent beaucoup de monde, qui aspirent beaucoup? Je pense que nous avons réussi à trouver un équilibre entre le centre commercial qui est proche du commerce du centre-ville. Ouais. C'est un centre commercial qui date des années 70, du début des années 70. C'est vrai qu'il y a et qui fait plus de 120 000 m². Absolument. C'est un centre commercial en plus qui économiquement vit bien. Donc il a subi la crise, bien sûr, du Covid de plein fouet. Mais a priori, donc, les chiffres prononcent positivement par rapport à d'autres centres commerciaux. C'est une chance pour eux. C'est vrai que ce centre est aussi situé près d'une gare. Nous aurons bientôt la ligne 11 qui va arriver, avec un pôle multimodal, reliant donc le RER-E, la ligne 11, la ligne 15. C'est vrai que c'est un centre stratégique, un centre de transport stratégique et économique stratégique. Donc il faut aussi que ce centre s'adapte à l'évolution de ce quartier, s'adapte aussi à l'évolution de cet esprit multimodal. Sachant que dans ce que je souhaite demander, c'est qu'il puisse y avoir justement un traitement écologique de cette évolution. Les centres d'il y a 50 ans ne sont plus praticables maintenant. Oui, là on parle de bâtiments haute qualité environnementale. Absolument, tout à fait. Donc il faut absolument avoir une éthique environnementale par rapport à ce projet. Ça me semble une priorité. Je pense que la concertation est importante. Il y a eu des recours qui ont été déposés de la part d'associations, de Rony ou d'ailleurs, contre le projet de Rony 2. Et je pense que notre rôle d'élu, c'est justement de faire de la concertation avec les associations. Voilà. Et je le ferai. Parce qu'il est important de mettre tous les partenaires autour d'une table autour de ce projet. Et on lui va. En fait, vous aurez peut-être du mal à convaincre. Ah, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des bonnes volontés. On voit qu'Albanfour, par exemple, pour les amis de la Terre, est ouverte à la discussion et à la négociation, et c'est important pour essayer d'avancer dans cette question qui, pour le coup, nous concerne. Donc, on voit ici Jean-Paul Fauconnet qui parle en des bons termes de son centre commercial, d'une autre, du Rony 2 existant, et qui précise quand même 2 choses. La première, c'est qu'il doit absolument y avoir une éthique environnementale derrière tout projet que l'on concevrait. Et il y a un deuxième point qu'il cite, c'est qu'il s'engage à concerter les associations. Alors, ce qu'on n'a pas vu dans l'engagement du pacte juste avant, mais il était souligné, c'est qu'il s'engageait aussi à concerter les habitants le cas échéant si un projet se présente. Et en fait, on est dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ouvre une enquête publique, et l'enquête publique, elle est faite pour nous, les habitants. Et donc concerter les habitants, ça veut dire aller au-devant des habitants pour leur dire il y a une enquête publique, elle traite de ce projet c'est ça, vous pouvez répondre dedans.
Voilà. Donc là, clairement, il y a un enjeu en fait de démocratie participative très fort. Et ce qu'on constate, Olivier l'a montré, c'est qu'il n'y a eu aucun effort de mise en avant volontaire de l'enquête publique, sauf les supports légaux, qu'on a rencontré des gens pendant des semaines en allant sur le terrain, on a tracté une vingtaine de matinées un petit peu partout, on a balancé 2800 tracts à nos frais d'associations, et l'immense majorité des gens ne sait pas que le projet existe. Personne ne lit ces panneaux. On le savait déjà, puisqu'il y a 3 ans, il n'y avait pas de réponse dans l'enquête publique. En fait, il y avait très très peu de réponses. Et si on enlève les proches de notre association, les proches d'élus, que ce soit de majorité ou d'opposition, il y a, pour ainsi dire, aucun avis. Donc en fait, on sait ce que donne ce genre de communication, puisqu'on a déjà traité de cette manière-là. Et donc ce qu'on a demandé au maire, c'est d'organiser une réunion d'information, une réunion publique. Et comme ça n'a pas été fait, qu'on n'a pas eu les réponses à notre question, on l'a organisé nous-mêmes. Et donc le support qu'on vous présente est celui qu'on a présenté, qu'on vous présente aujourd'hui. C'est celui que nous avions présenté en fait il y a 3 semaines. Voilà. Et donc on a ajouté depuis les petites bulles noires en fait, qui sont des prises de parole qu'on a rajoutées à l'oral sur les questions des gens en fait. Mais au départ, ces bulles noires en fait n'étaient pas présentes puisque on ne mettait que les éléments de l'enquête publique, on a rajouté des bulles qui sont un petit peu nos prises de parole alternatives pour compléter. Voilà. Merci. Moi, je vais rentrer un peu dans l'aspect un petit peu technique pour recentrer sur ce qui est le projet, en fait. Parce qu'effectivement, comme disait Nicolas, peu de gens parlent d'extension. Déjà, il y a des gens qui disent « Ah, il y a un projet ». Et le peu de gens qui ont conscience qu'il y a ce projet qui est là, ne savent pas vraiment en quoi ça consiste. Oui, en fait, les gens qui ont entendu parler de Rony 2, qui sont une toute petite minorité, nous disent « Ah, mais je croyais que ça a été abandonné ». Et en creusant un petit peu, en fait, on se rend compte qu'ils confondent avec le village vertical. Voilà. Donc il y a aussi une question de compréhension des projets sur la ville qui n'est pas du tout claire, en fait. Voilà. Donc voilà, là on commence juste par définir qu'est-ce qu'est finalement l'emprise du centre commercial dans la ville, parce qu'on a eu aussi l'occasion de rencontrer là, ce mois-ci donc, le directeur du centre, des représentants du Libaï Westfield Radomco, qui effectivement, nous c'est ce qu'on leur soulignait, quand on va à la rencontre des gens, les gens, malgré tout, ça leur tient à cœur, quel que soit quand on parle de Rony 2, ça fait partie de la ville, donc c'est quand même, au-delà de ce que ça c'est un symbole, voilà, ça représente quand même quelque chose. Qu'est-ce que ça représente en fait, réellement, concrètement? C'est presque 20 hectares, donc 200 000 m², sur laquelle on a à l'heure actuelle 120 000 m² de surface commerciale, 5500 places de parking, 169 magasins sont sur les 2 niveaux du centre commercial. Ça représente quand même 15 millions de visiteurs annuels pour un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Le projet d'extension, donc il a été déposé donc, il y a je sais pas, 3 ans maintenant, et finalement on se rend compte que le projet actuel est le même, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui ont été changées, on y reviendra. Donc ça consiste en 4 permis de construire. Le premier permis de construire, c'est donc pour une extension de la surface commerciale donc de 17 000 m² de plancher sur 2 étages, incluant donc aussi un parking en silo de 307 places avec une toiture végétalisée. Voilà comment il est présenté. Donc là, on voit la vue de l'autre côté. Sur la vue précédente, on était au-dessus de l'UGC, on va dire. Et là, on est un petit peu au-dessus du carrefour. Là, on a la vue de l'autre côté. Voilà le projet, donc avec le fameux parking en silo qui est ici, et dans lequel le deuxième permis va s'inscrire, parce qu'en fait, au rez-de-chaussée de ce parking, donc le deuxième permis de construire est un drive pour le magasin Carrefour de 9 pistes, donc pour presque 500 m² de plancher.
Le troisième permis de construire déposé concerne donc l'extension de la surface de la création en fait, d'une surface de restauration sur 13 000 m², avec 18 espaces de restauration. Voilà, donc ça, ce serait finalement, on aurait la gare RER ici avec l'arrivée de la ligne de métro. Là, on est au niveau du parking en face de l'UGC, à peu près. Et sur ce nouveau bâti viendrait se poser donc un immeuble de bureau de 7 étages, en plus les deux du rez-de-chaussée, ça fait donc 9 étages, de 12 000 m². Voilà quelques chiffres donc, pour définir qu'est-ce qu'est cette extension. Donc c'est quand même 58 000 m² en plus de surface plancher. Donc c'est le fameux immeuble de bureau de 7 étages. La durée des travaux est prévue au minimum à 28 mois, à l'heure actuelle avec une livraison en 2025. Et dans le dossier déposé, il y a un projet d'un deuxième immeuble de bureau de 15 000 m² sans précision du nouveau permis ni de l'emprise de cet espace. Donc avec un emplacement à définir. Notre analyse qu'on va faire là maintenant, elle est uniquement basée donc, sur l'étude d'impact et l'avis de la MRAE. La MRAE, donc, c'est la mission régionale de l'autorité environnementale. C'est donc un espace dans lequel chaque projet d'une certaine ampleur est déposé pour avoir effectivement un avis en ce qui concerne l'impact sur l'environnement. Donc l'étude d'impact en elle-même est un document très technique de 431 pages avec énormément de points d'analyse. On a réussi à décortiquer tout ça. Et l'avis de la MRAE sur lequel aussi on se base beaucoup, et donc c'est un document de 17 pages qui est une synthèse en fait des points les plus qui sont le plus mis en avant. Quelle est la définition en fait de la MRAE par rapport à l'étude d'impact? Donc ça n'a pas de valeur comment dire, ça ne porte pas sur l'opportunité du projet, mais sur la qualité de l'évaluation environnementale. Donc ça prend en compte l'environnement par le projet, mais surtout le but aussi est donc d'amener des pistes de réflexion aux porteurs de projet pour améliorer sa conception et permettre la participation également du public aux décisions. C'est-à-dire que c'est un document de synthèse finalement. C'est un avis simple et ça ne délivre pas, on va dire, un tampon sur l'autorisation ou pas de ces permis de construire. Donc la définition en fait, de la manière dont ils regardent finalement les études d'impact, ça considère que les enjeux relatifs au changement climatique, dont les effets sont désormais bien documentés et déjà fortement impactants, doivent être pris en compte dès ce stade du projet. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une vraie piste de réflexion sur le sujet. Donc là, tous les documents que vous allez voir sont des documents qui sont dans l'étude d'impact, fournis donc par le porteur de projet, qui reprend un peu leur trame de manière un peu synthétique. Donc ça reprend un petit peu là sur la situation géographique de la localisation du lieu, des communes aussi limitrophes, parce que n'oublions pas que c'est donc par son titre donc un centre commercial régional, et donc il y a au-delà des communes limitrophes, on verra un peu plus tard, la ville de Chalandise est quand même relativement grande. Il est défini donc très clairement comme une zone assez dense. On le sait, on le pratique tous. Voilà, c'est un quartier qui est déjà fortement construit avec des nouveaux bâtiments, l'arrivée de la ligne 11, etc. C'est aussi donc l'emplacement est aussi quand même, on va dire, encerclé par pas mal de voies urbaines, donc notamment 3 autoroutes, donc la 3, la 103, la 86, 2 nationales et une départementale, plus la ligne de E de RER et la ligne 11 qui est en train d'arriver. Donc on est vraiment, et la future ligne 15. Donc on est vraiment sur un projet bien enserré. Sur la zone de chalandise, on se rend compte qu'effectivement, à
10 minutes de voiture, on a déjà donc, le premier centre commercial proche, c'est celui de Domus, et le futur qui est en construction, qui sera les promenades de Champigny. Et dans la zone plus étendue, qui reste une zone de chalandise, on voit qu'il y a déjà Aéroville, Paris-Nord, Millénaire, on n'est pas loin des Forts des Halles, les Arcades et Créteil-Soleil. On se rend compte aussi que dans l'étude d'impact que la concurrence est déjà très présente parce qu'au-delà de ces centres qu'on vient de citer, plein d'autres centres sont aussi déjà concernés. On voit qu'il y a déjà une offre quand même très large. Pour revenir sur justement les différents points là tout à l'heure concernant le jugement au tribunal, dans la première étude d'impact, il y avait seulement 7 projets qui étaient notés dans les projets qui sont là sur le schéma de gauche, qui sont les projets qui étaient indiqués comme pouvant avoir aussi des incidences par rapport à la gestion globale de la création de ce projet. Et suite à la demande du juge, on se rend compte qu'il y a 19 projets, c'est-à-dire que 12 avaient été oubliés. Et nous-mêmes, on a fait l'analyse que d'ores et déjà, il y a même d'autres projets qui ne font pas partie de l'étude d'impact. Donc, sur ces 19 projets, on parle déjà de plus de 8000 logements et 374 000 m² de surface commerciale et tertiaire qui sont en création, déjà à l'heure actuelle. Quelle est la définition en fait de l'extension? Il faut savoir que pour ce type de projet est définie une extension comme aussi un projet global. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se baser sur la définition de ce qu'est une extension, il faut qu'on envisage le projet de manière globale. Et on le verra, ce qui n'est pas souvent le cas dans leur analyse. Ça ne peut pas donc être considéré comme un projet autonome, et du coup ça nécessite une vraie ambition et une vraie réflexion sur ce projet. Pour revenir sur la phase de travaux, donc prévue sur 28 mois, elle sera échelonnée en 4 temps. Et il faut savoir que donc, le centre commercial restera ouvert pendant les travaux. Donc même sur les différents moments. Ce qui peut être gênant, c'est qu'en fait, ce qui est soulevé là dans l'analyse, dans l'étude d'impact, c'est qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, donc, sous les parkings, parce que là on a donc la ligne RER en haut, on est orienté différemment par rapport à donc le nord est par ici, mais les parkings actuels qui seront donc détruits pour la création de cette surface commerciale sont déjà pollués, les sols sont pollués, donc avec des impacts diffus en métaux lourds, en mercure, en arsenic et avec des traces d'hydrocarbures. Ce qu'on souligne nous, c'est que même si les constructeurs s'engagent à limiter les nuisances pour les visiteurs et les travailleurs, voilà, soyons vigilants aussi là-dessus, essayons de s'engager un peu plus fermement. Là, à l'heure actuelle, l'idée de l'extension vient se raccrocher finalement sur la partie haute. L'idée est donc de faire ce qu'ils appellent un ring, c'est-à-dire une fois qu'on est rentré dans la zone commerciale, c'est d'avoir ces deux ailes qui communiquent avec les trois arrivées actuelles là, dans le centre et de pouvoir vraiment tourner un petit peu dans cette zone. Ce qu'on rencontre, ce que constate d'ailleurs la MRAE sur l'ensemble du projet, c'est que finalement toutes les réponses qui ont été faites, parce que le projet est donc vraiment stricto sensu le même, ils ont juste répondu aux 5 demandes légales sans remettre en cause à aucun moment leur projet. C'est-à-dire que les projets ont été déposés à l'identique. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'aspect, on va dire, ce qu'eux considèrent comme écologique, donc d'avoir un toit végétalisé, donc qui s'engage à avoir donc, une surface donc, de 15 000 m² sur la partie commerciale. Il y a cette zone, et on se rend compte que finalement, déjà, au-delà du fait que le toit est végétalisé, on va le voir après, il y aura aussi des jardins collectifs. Mais cette zone ne sera pas accessible au public, en fait, clairement. Donc, et on se rend compte aussi, en décortiquant leur dossier, que finalement, ce fameux deuxième projet d'immeuble de bureau, sur même plusieurs de leurs schémas, donc là c'est juste l'analyse des vents, on se rend compte que finalement,
Le deuxième projet est quand même déjà conçu pour être prévu finalement sur ce peu d'engagement de toiture végétalisée. Donc voilà, je revenais un petit peu là sur les fameux jardins. Donc la partie, donc cette toiture végétalisée comportera des jardins partagés, enfin des jardins où les gens pourront en faire la demande. Mais on se rend compte de deux choses. C'est que rien n'a été prévu concernant justement le fait que les toitures sont fixes pour réduire le risque d'inondation, pour récupérer et capter les eaux de pluie qui pourraient servir notamment justement à irriguer ces fameux jardins. Rien n'est fait, rien n'est pensé dans ce sens à l'heure actuelle. Donc pour stocker et ce qui peut aussi poser des problèmes dans les deux sens, c'est-à-dire que là on parle de sécheresse comme on l'a vécu cet été, c'est-à-dire que voilà, effectivement avoir des jardins mais sans eau, ou alors ça veut dire prendre de l'eau du réseau alors qu'on se limite un peu tous, ou alors à l'inverse, par des fortes pluies comme on peut avoir là en hiver, tout reverser, parce qu'à l'heure actuelle tout est reversé dans le réseau général. Donc il n'y a pas de distinction à l'heure actuelle sur le centre commercial entre les deux niveaux d'eau de pluie. Donc le site est donc sujet aux inondations, ruissellements pluviaux, et donc toutes les eaux pluviales sont reversées de manière générale. Sur la terrasse, donc effectivement, même ce peu d'engagement éventuellement récupérer les eaux pluviales, c'est bien stipulé que ce serait post-permis de construire, donc c'est pas vraiment un engagement. Et même sur la partie végétalisation de la toiture, on se garde la réserve de le faire dans un deuxième temps. Alors que sinon, ça fait partie aussi de ce qui est mis en avant pour un petit peu vendre le projet. Donc ça nous semble un petit peu gênant. Donc, il parle d'une zone d'agriculture sur le toit, donc avec des jardins familiaux. Sauf que quand on creuse effectivement sur les plans de coupe, on se rend compte qu'effectivement il n'y a que n'est prévu que 30 cm de terre, donc je l'ai bien dit tout à l'heure, sans récupération d'eau de pluie et sans. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le toit de Domus, le projet était le même, là il n'y a plus rien, parce que ça a vécu la sécheresse qu'on a eu tous cet été. Donc je pense qu'il y a un petit manque d'ambition aussi là-dessus. Voilà, comme on le disait, donc l'approvisionnement en eau n'est pas explicite. Donc on ne sait pas comment, est-ce qu'ils vont prendre de l'eau du réseau, on ne sait pas. Sur la mobilité, le schéma est assez clair. La seule possibilité donc, de faire le tour à pied ou en vélo justement est de faire le tour. C'est-à-dire que rien n'est prévu en dehors du fait de l'arrivée par la voie du RER et par l'avenue, comment s'appelle celle-ci déjà, Zastoral, ça Général. Et concernant aussi donc, la répartition à l'heure actuelle des visiteurs, on se rend compte que presque, même plus de 60%, parce que si on cumule les voitures et les motos, on se rend compte que plus de 60% des gens viennent en véhicule individuel, parce que le centre est prévu, est conçu comme ça. Ça fait partie à l'époque de cet enjeu. Et très peu de gens, finalement, il y avait quand même 25% des gens qui viennent en transport en commun, mais finalement le reste, c'est-à-dire à pied ou en vélo, c'est pas spécialement à l'heure actuelle prévu, et c'est même pas une ambition, étant donné que effectivement il prévoit des zones de stationnement par exemple pour les vélos, et sans préciser ni le nombre de places, ni leur emplacement. Alors on sait très bien que là, à l'heure actuelle, il y aura la ligne d'arrivée du métro, et que rien n'est prévu dans le sens d'accueillir effectivement un parking et d'aménager finalement des zones pour ce... Donc, même l'avis d'Île-de-France Mobilité donc, qui a été consulté est défavorable, mais une réserve sur les 4 permis de construire, justement pour deux raisons. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'offre de l'expression de stationnement de vélo, mais surtout, entre les travaux là, de l'arrivée de la ligne 11 qui vont être finis et une rénovation, extension finalement des voies
de Rosny-Bois-Perrier, parce qu'on est pour l'instant, va y avoir, les voies vont être doublées. Il va y avoir donc un chantier aussi d'un an et demi facile pour voilà. Sauf que rien n'est prévu aussi pour l'arrivée de la station de bus qui devrait être déportée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on va se retrouver donc avec une zone en chantier pour la création du centre commercial et en même temps la rénovation, expansion des voies du Bois-Perrier. Mais sans tout ça, sans avoir de lien vers un transport de bus et sans avoir d'autres possibilités de venir qu'en voiture. Ce qui va soulever, on va bien voir d'autres problèmes, parce qu'effectivement, en termes de circulation routière, on se rend compte que finalement, dans le nouveau projet, il y aura 385 places de moins qu'à l'heure actuelle. Donc on passe de 5500 à 5100 et quelques, 80. Et que cette offre déjà en plus sera payante bientôt. On se rend compte que, pour donner un petit exemple, dans l'étude d'impact, par exemple, c'est une simulation des flux, donc le samedi, c'est un peu l'heure de pointe, il y a 16% d'augmentation de trafic, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5000 voitures qui rentrent et qui sortent par heure du centre commercial. Donc si on prévoit 16% de plus d'augmentation, on est à plus de 400 voitures heure qui sont circulées autour du centre commercial dans les 3 voies que l'on connaît, qui sont déjà saturées. Donc venons au point justement sur la pollution qui avait été mis en avant par le tribunal. Donc ils ont fait effectivement, ils ont répondu sur ce point-là en faisant une vraie étude, une vraie analyse qui avait été pas fait à l'époque. Ils ont donc posé on le verra après, des points, des capteurs pendant quelques mois. Mais surtout, ils étaient tenus de lister aussi ce qu'ils appellent eux des zones sensibles, des sites sensibles, qui correspondent finalement à des lieux d'accueil du public pour les plus jeunes et les plus vieux et pour les stades de sport. Donc ils font une petite liste, mais sauf qu'on se rend compte qu'il manque d'ores et déjà dans la liste actuelle un groupe scolaire, qui est donc le groupe Simone Veil, qui n'est pas ni cité ni dans leur carte, et même c'est Dolto, c'est ça je crois, derrière Domus, même ça, finalement ce sont des zones qui devraient être listées, qui ont été, alors j'espère que c'est un oubli, voilà. Oui, on a listé pas mal de projets manquants, et pourtant des plus anciens, parce que les maisons de retraite, EHPAD, qui sont dans le secteur sont pas du tout considérées non plus comme lieux sensibles. Et donc, on trouve ça un petit peu étonnant, en fait, que l'ensemble des publics fragiles ou en activité physique ou jeunes, en fait, ne soient pas vraiment considérés comme des points critiques dans les zones de mesure. Et là, du coup, on va passer aux chiffres des mesures. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, ils ont dû passer par un cabinet d'études, là, Technissime, qui leur a fait donc un relevé sur l'année dernière, de janvier à mars, sur 7 points autour du centre et vraiment limitrophe centre. Qu'est-ce que ça met en avant? Ça met en avant déjà que, comme le constatait la MRAE, l'état actuel, c'est ce qu'on va voir, ces analyses sont déjà dégradées. Et rien n'avait été fait, et toujours rien n'est fait pour le projet elle-même, pour donc amener une mesure ERC, c'est-à-dire pour éviter, réduire ou compenser cette augmentation du trafic. C'est-à-dire qu'on va voir les chiffres, c'est-à-dire qu'on ambitionne 10 à 16% de plus de trafic routier autour du site, dans un lieu qui est, on va le voir, toujours quasiment à 90% du temps au-dessus des seuils réglementaires de l'OMS, c'est-à-dire qu'on est sur un problème de santé publique. Et le seul point finalement qui est par chance en dessous, si on revient, on se rend compte que c'est le point qui est au cimetière. Donc ça m'étonne que peu. Voilà. Et sinon, on se rend compte que tous les autres points sont bien au-delà, et parfois même, c'est-à-dire que là, c'est la petite ligne orange, c'est joli comme ça, parce que c'est valeur limite réglementaire, mais c'est réglementaire, c'est-à-dire que conseillé par l'OMS, on est plutôt à 15. C'est-à-dire que là, la moyenne, comme vous pouvez le voir, on est plutôt entre 50 et 60. Donc
Donc, je ne sais pas si vous voyez le ratio. C'est-à-dire qu'on est au minimum à 4 fois plus que ce qui devrait être recommandé. Donc sur le dioxyde d'azote. Et sur les particules fines, c'est la même chose. Bon, là, c'est voilà, des graphiques un peu plus précis, mais on se rend compte qu'il y a parfois des. Voilà, on a mis en avant des pics. On est parfois à 10 fois les seuils de l'OMS. En sachant que finalement, comme je disais, c'est un vrai problème de santé publique, parce que voilà, la première cause de mortalité en France, il ne faut pas l'oublier, c'est la pollution. C'est pas loin de 50 000 personnes. Ça aussi engendre des problèmes effectivement cardiovasculaires, respiratoires. Voilà, on sait, voilà, c'est cancérogène. Voilà, donc ça. Juste pour répéter le chiffre, en fait, hein, si on regarde ce graphique, c'est-à-dire qu'en gros, dans les creux, on n'est pas, pour ainsi dire, jamais dans les creux en dessous des seuils. Donc ça, c'est la recommandation de l'OMS, on est toujours au-dessus. Ça, c'est la ligne réglementaire, on passe très rarement en dessous, et quand on la dépasse de 1000%. C'est pas juste un peu plus, c'est 10 fois le seuil. Voilà, donc c'est là où du coup l'impact sur la santé est vraiment critique. Je vais finir par flamber le moral de tout le monde. Donc je ne les ai pas lus tout de suite, et là en relisant le dossier, dans les détails, donc dans leur étude, ils stipulent bien qu'effectivement, avec ce type de taux, il y a une vraie baisse de l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'un enfant, un Rhonéen qui va grandir de ses 0 à 30 ans, a moins 6 à 7 mois d'espérance de vie par rapport à un Français moyen. Parce que, tout simplement, par ce type de niveau de pollution. La seule réponse qu'ils avaient, effectivement, qui était donc d'essayer de trouver une mesure ERC, c'est-à-dire éviter, réduire ou compenser par rapport à cette problématique de trafic et donc de pollution, a toujours été et a été à nouveau appuyée, on va le voir, par ce point qui est de ne pas se reposer uniquement sur eux, leur fait, c'est de se dire on va mettre des mesures en place, on va être ambitieux, on va essayer de changer les choses, mais se reposer sur l'évolution à long terme du parc automobile. C'est-à-dire qu'ils se disent maintenant, là en plus il y a eu la loi européenne là, avec la fin de la production en 2035 des voitures à émissions thermiques. Mais sauf qu'on sait très bien que les véhicules vont rouler à minima jusqu'à 2050. Alors, grosse erreur aussi, je l'ai souligné là et je ne l'avais pas lu, et voilà. Il parle aussi de la restriction des véhicules dans les zones ZFE, sauf que Rony n'est pas concerné par la zone ZFE. Sur la carte, dans leur dossier. Dans la délibération qu'on avait passée, on avait voulu que la ville de Rony soit entièrement et pas uniquement dans la Boissière. C'était pas ça le sujet, c'est que c'était le périmètre de l'A86. C'est ça. Ouais. À l'époque, ça ne concernait que la Boissière. Donc on considérait que c'est vrai que vous avez raison, c'était optionnel. On dit on pouvait opter, et Claude nous a dit il n'y a pas de raison que ce soit vrai, donc on a opté. Donc dans l'arrêté ZFE, on est dedans. Ok, parce que moi dans la carte que j'ai eue, c'est la carte de qui je pourrais la ressortir là tout à l'heure, qui est. De l'ADEME. Je ne sais plus d'où est la source. C'est sûr qu'on est dans la ZFE. Mais là, voilà, donc tant mieux, ça me rassure. Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que même si on est. C'est ce que j'allais dire, c'est que même si on est limitrophe, parce qu'on sera limitrophe, c'est-à-dire que ce que vont faire les gens, on sait très bien, on va venir se garer en voiture au plus près, pour éventuellement prendre des transports en commun. Donc finalement, on ne change pas de problème. Et ce n'est pas une mesure ERC. Donc c'est pas en espérant que l'État prenne des mesures ou l'Europe prenne des mesures. Non, qu'est-ce que vous faites vous maintenant pour limiter votre impact? Et il n'y a aucune réponse à ça. Et les voitures électriques, ça vient aussi? On va débattre après. Ouais, on répondra après ça, on peut vous expliquer les petits trucs là-dessus. Parce qu'on a pour laisser un peu de temps pour le débat. On arrive à la fin, en fait, il me reste quelques slides. Finalement, donc, ce qui résume ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. On se rend compte que dans la projection d'un projet tel quel, on est quand même sur quelque chose qui est assez énorme. Donc entre l'architecture, les matériaux, etc., rien ne va dans la prise en compte de la limite de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on est sur on est à plus de 10 tonnes, voilà.
Et du coup, en termes de coût de compensation, c'est-à-dire que ce projet-là, en tant que tel, ce sera plus de 600 000 € annuels pour compenser finalement les émissions qu'il génère. Pour le dernier point, donc on l'a vu tout à l'heure qui concernait le tribunal, c'était les phénomènes d'îlots de chaleur. Peut-être Nicolas, tu voudrais peut-être résumer un peu ce que c'est. Ouais, un îlot de chaleur, pour faire très court, c'est quand on a une zone qui est trop minérale et qui du coup a aussi un albédo faible, en fait, capte l'énergie qui vient du soleil. Voilà, les infrarouges se diffusent dans le sol, émettent de la chaleur, cet endroit chauffe plus que d'habitude. Et surtout, avec une inertie très faible, très lente, ce qui fait qu'en fait, elle va rendre sa chaleur pendant les points de fraîcheur. Donc en fait, vous allez constater, par exemple, là on peut le voir sur la cartographie, c'est assez rigolo de voir où ça se trouve. Donc on a regardé où se trouvait le coteau Beauclerc, par exemple, et les pentes qui sont sous la Boissière, qui sont plus arborées. Et en fait, en nuit de canicule, il y a 15 degrés de différence. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez un endroit autour de Rosny 2, toutes les énormes masses rouges, c'est pas que Rosny 2, c'est l'ensemble du secteur, qui agissent comme un radiateur, en fait. Et en période de canicule, en gros, vous avez à côté de chez vous un énorme radiateur. Donc il fait 42, ça descend pas, parce qu'il fait 42 là. Voilà. Donc c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour plein de titres, et du coup c'est pour ça que dans toutes les questions de résilience, les îlots de chaleur sont vraiment un nœud central en fait. C'est comment on fait pour casser ces îlots de chaleur. Voilà. Et ce que démontre le projet, c'est que l'extension en elle-même ne va pas renforcer énormément l'îlot de chaleur. D'après leur étude, c'est 0,1 degré de plus, mais ils ne le prouvent pas, ils l'annoncent, c'est une invocation. Et c'est 0,1 degré de plus sur un îlot qui fait déjà 1,8 degré de trop. Donc en fait, c'est cumulatif. Et donc du coup, nous, ça nous questionne, parce qu'on se dit résilience, ça veut dire plutôt essayer de limiter l'impact déjà existant. Et là, en fait, ça va venir le renforcer. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on a fait le tour, nous, des points qu'on a pu souligner dans l'étude d'impact et la vie. Donc pour résumer les grandes lignes, je pense qu'ils sont importantes à prendre en compte, c'est donc ne pas oublier que le projet doit être pensé dans son intégralité. Parce que c'est souvent même ce que disait Nicolas à l'instant, c'est-à-dire que le 0,1, ils annoncent un chiffre qui ne concerne que l'extension. Alors que, comme disait Nicolas, on est à 1,8 en plus de manière générale. Et c'est une température moyenne à l'année. Donc c'est pas seulement en cas de canicule, on ne sait pas quel est l'impact réel et rien dans l'étude n'explique ça. Voilà. Et donc d'une manière générale, ce que nous on essaie de dire au-delà de ça, c'est que qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire que, et puis même on est allé à leur rencontre pas plus loin que la semaine dernière, leur mission n'est pas grave, quoi. C'est-à-dire qu'on a un projet innovateur, qu'effectivement ce projet a été pensé il y a 10 ans, qu'il a évolué, qu'il a été déposé il y a 3 ans, là ils avaient à nouveau, ils ont eu 2 ans pour y réfléchir, mais ils n'ont rien fait, et c'est toujours le même projet qui est présenté. Après ils nous disent qu'ils sont voilà, ils ont envie de faire changer les choses, ont envie d'améliorer aussi le projet. Mais le projet présenté actuel qui est déposé, qui peut être signé demain, c'est celui-là. Et ce qu'on constate, c'est que voilà, il est pour tous les Rhôniens, il y aura des impacts, il a déjà des impacts nocifs, notamment sur la santé, et plus des nuisances autres, c'est-à-dire le trafic routier, la pollution, etc. Et donc des vrais impacts sur la santé, et voilà, nous c'est surtout beaucoup de points qu'on met en avant, et notamment au-delà de ça, c'est de se dire un projet comme ça, je disais tout à l'heure, elle s'inscrit vraiment dans la ville, et donc il faut vraiment maintenant l'envisager comme être une partie prenante. Et voilà, ça nécessite une vraie réflexion. On attend aussi de voir quelle est leur réflexion là-dessus. Je sais qu'ils y travaillent. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux dire. Non, je pense qu'on va compléter, parce que vous aurez sans doute plein de questions, et puis ça va être l'occasion de détailler les points s'il y a besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation, c'était très clair.
Et je pense que vous avez, en tout cas moi je vous le dis, mon sentiment c'est que vous avez réussi à entre guillemets, vulgariser le sens noble du terme, c'est-à-dire en simple des choses qui, une enquête d'impact, c'est peut-être ça aussi qu'il faudra réfléchir pour l'avenir, c'est que pour la gestion de l'enquête d'impact, l'étude d'impact, c'est pas un truc très... Donc peut-être qu'il faudra obliger à une vulgarisation, comme c'est écrit dans certains documents, sur 3 pages en langage plutôt simple, comme vous l'avez fait là, dire voilà ce que c'est. L'idée, je pense que l'idée de ce soir, c'était pas forcément de venir sur les aspects techniques, parce que vous avez très bien présenté, c'était d'avoir aussi un débat sur, voilà, qu'est-ce qu'il en est, donc on a bien compris votre position, hein, de dire, bon, bah, nous pourquoi pas, parce que c'est l'autorité qui le dit, c'est pas l'opportunité qui est contestée, c'est les modalités. Et avant de laisser parler à d'autres, peut-être, moi, j'avais 3 sujets qui apparaissent un tout petit peu dans votre présentation qui peut-être mériterait d'être un peu plus mise en perspective. Vous avez dit c'est un projet qui s'inscrit dans la ville, vous avez raison. Et quand j'entendais vos militants ou vos adhérents distribuer les tracts, je laissais mes oreilles traîner. Et il y a souvent une idée qu'on se fait de Rosny 2, qui est à mon avis dommage pour l'opportunité dans son intégration au paysage économique local, c'est de dire voilà, attention, et vous ne le reprenez pas dans votre... parce que c'est pas l'aspect purement environnemental, mais c'est attention au commerce local. Bon. C'est vrai, c'est un sujet important, mais il faut quand même voir l'existant. Le centre, il n'est pas neuf, hein, il a 50 ans à peu près. Force est de constater que, au regard du fait que c'est quand même un des plus gros équipements commerciaux à ce stade du département, voire de la région, quand on regarde la qualité, alors c'est toujours subjectif, hein, mais de ce qu'on a pu réussir à faire dans le commerce local, alors pour l'instant en centre-ville, parce que c'est dur de le faire ailleurs, mais voilà, on se rend compte que pour le moment, en tout cas si on regarde les 20 dernières années, le centre en lui-même n'a pas été un facteur de frein du petit commerce, qu'on appelle le petit commerce, de façon un peu péjorative, etc., et qui aurait été le commerce local. Donc ça, nous, c'était quelque chose de très fort pour nous, c'est de dire, et je suis content que finalement vous ne contestiez pas ce point, c'est que pour vous, dans votre présentation, on reste sur des aspects extrêmement environnementaux, et vous n'allez pas sur des aspects peut-être qui sont plus économiques en disant voilà, l'opportunité est remise en cause. Donc nous, pour moi, c'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement important à dire, et en tout cas, je pense qu'on pourrait éventuellement en parler aussi si on élargit l'aspect environnemental. La deuxième chose, c'est un peu plus précis sur le projet, et là c'est très environnemental, et vous l'avez dit à la fin, et je trouve que c'est intéressant, vous avez dit, mais c'est vrai que, alors il y a 2 sujets, au sujet de l'eau de chaleur pardon, et de la minéralité, de l'artificialisation des sols, pardon, aujourd'hui la situation n'est pas exceptionnelle, donc le projet ne va pas l'empirer, il ne va pas l'améliorer. Ça c'est intéressant aussi parce que aujourd'hui, quand on regarde Rosny 2, un écologue pour voir que c'est minéral. Enfin, il n'y a pas un gramme de terre. Et ça depuis, encore une fois, 50 ans. Je pense que ça a toujours été comme ça, peu ou prou. Donc, moi j'entends hein, qu'aujourd'hui le projet, vous portiez-vous des ambitions qui demandent aux promoteurs, aux maîtres d'ouvrage d'aller plus loin. Mais il faut quand même noter qu'aujourd'hui, la situation est une situation mauvaise. Et que il serait difficile en l'occurrence, et vous l'avez reconnu, de l'empirer. L'île de chaleur, je ne sais pas comment on peut l'empirer, alors légèrement là. Les sols sont déjà artificialisés, donc la situation est déjà grave, donc d'un point de vue environnemental, parce que ça fait 50 ans, on n'avait pas les mêmes préoccupations. Donc moi ce que je retiens aujourd'hui, c'est-à-dire c'est comme ça que vous avez conclu un peu sur l'île de chaleur, c'est que pour le moment, le projet en soi n'est pas une aggravation. C'est l'ambition, pour vous elle n'est pas suffisante, mais l'aggravation, on regarde ce que dit l'enquête environnementale, elle n'est pas flagrante. Donc ça, c'est quelque chose que... Alors, on pourra en débattre, mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, et vous l'avez très bien dit, et c'est d'ailleurs pas un hasard si les gens font la confusion, vous avez dit, il y a eu une confusion à un moment donné avec le village vertical. Mais en fait, c'est totalement logique. Quand on a pensé l'histoire du village vertical et de la ZAC autour du secteur Grand Prix, comme vous l'avez affiché, on considère que c'est une même unité, donc vous avez raison, c'est au-delà de l'extension même de Rosny 2, c'est l'ensemble du secteur qui va être amené à muter dans les 10-15 prochaines années, et je pense que ce serait une erreur de se limiter à l'extension de Rosny 2. La tour de Rosny 2, c'est un sujet, il appartient en grande partie aujourd'hui au même problème de trouvage. Le village vertical, certes, il est abandonné, je passe parenthèse, mais en termes d'ambition environnementale, l'immeuble du village vertical, je pense que ça fait... Enfin, on aurait pu en discuter pendant des années, mais je pense que c'était un projet extrêmement ambitieux. Donc bon,
referme la parenthèse, le projet n'existe plus, mais en tout cas, toute cette zone-là qui va muter, voilà, et demain au conseil municipal, on vote quand même une convention de mandat à la SPL, qui est l'outil de développement local, pour étudier l'ensemble du secteur, et je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, ils ont inclus dans l'étude du Grand Pré Rosny 2. Ça a été inclus, on l'a vu, donc ce sera demain voté au conseil municipal, et nous on va le voter, parce qu'on considère que c'est bien qu'on inclue tout ça. Donc voilà, trois remarques pour vous dire que ce projet, je pense que d'un point de vue, y compris environnemental, il faut aussi, au-delà de l'extension de Rosny 2, voir qui s'inclure dans le seul secteur qui va vraiment muter à Rosny dans les 10-15 prochaines années, du fait de l'arrivée du métro, du fait qu'il y a encore du foncier, tout ça. On est entièrement d'accord, effectivement, je pense qu'il faut justement pas le déconnecter avec C'est obligatoire ce que tu dis. tout ce qui se passe. Je pense que c'est une erreur. Juste avant de passer la parole, je voudrais revenir sur un point important qui, moi, me paraît important, c'est la circulation. Et notamment, on a un peu parlé du projet à l'époque qui était sur transformer le boulevard Gérard de Gaulle avec la suppression de l'autopont à tout le département, de façon à créer des zones douces, notamment pour amener plus de vélos. La volonté qu'au niveau de la ville on avait, et on le voit d'ailleurs sur les chiffres des parkings, c'était de baisser de 400 places minimum le parking. Parce que ce projet, il vient essentiellement parce que le métro est là. Et moi je me rappelle avec Jean Pernès, la bagarre pour avoir le métro, c'était une affaire économique. Si le métro n'est pas rentable, on ne fait pas le métro. Et amener le métro à Rosny-sous-Bois, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les Rhôniens, pour aller à Paris très rapidement. C'est un autre mode qui n'est pas le mode du RER, c'est une rame toutes les 30 secondes ou toutes les minutes s'il fonctionne bien. Donc je pense que le point important, c'est la circulation, de se battre sur le fait qu'il y a trop de voitures, et donc de créer, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait eu la fameuse passerelle entre Domus et Rosny 2 en voiture électrique, de façon à permettre à des clients des deux centres de pouvoir circuler sans emmener leur voiture, et surtout de pouvoir emmener les habitants de Rosny à travers des transports en commun. Si on a la chance à Rosny, dans un an, d'avoir 3 stations de métro. Donc, je pense que s'il y a un enjeu, au niveau de la circulation, il faut vraiment travailler sur ce point-là, parce que, à mon avis, il n'a pas été au bout. Et je reproche, moi, que le projet d'avenue Gérard de Gaulle, on n'en entend plus parler. On est en 2022, fin 2022, en principe, l'autopont aurait dû être démoli. C'est un projet ambitieux, mais j'ai l'impression que tout est stoppé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à faire? Alors, ce qui est on ne s'est pas présenté, mais ce qui est bien de se dire qui on est et les sensibles. Je suis un habitant de Rosny-sous-Bois, j'ai un métro sur les routes, je m'appelle Michel. Et voilà, moi je voulais savoir si vous avez fait le pour et le contre des avantages pour les Rhôniens, tout simplement. Quel est l'intérêt des habitants de Rosny d'avoir une extension comme ça du centre commercial? Alors, je vais essayer de répondre à la question. Je vais peut-être aussi rebondir aux interventions, parce que c'est moi. Sur le peu d'impact, en fait, c'est pas prouvé qu'il y a juste 0,1 degré. Donc déjà, en fait, on ne sait pas vraiment s'il n'y en a pas beaucoup plus sur la chaleur. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il existe une seule arme connue efficace à l'heure actuelle pour lutter contre la de chaleur, c'est d'enlever du goudron, de mettre de la terre et de planter des arbres. Parce que la terre absorbe les excédents d'eau, ça évite les inondations, et puis ça rend l'excédent d'eau quand il fait trop chaud, et les arbres contribuent à cette fusion par évapotranspiration, et donc en fait c'est important. Et ça crée en plus de longue portée, ce qui fait que quand on est sous les arbres, on n'a plus frais, et donc on peut être à l'abri de cette chaleur. Et ce que dit en fait ce projet, c'est qu'il existe à l'heure actuelle beaucoup de surfaces planes qui n'est que goudronnées, en fait, il ne faut pas confondre bitume et béton, ça n'est que goudronné, mais une fois qu'il y aura des immeubles à la place, on n'aura plus d'emprise possible pour libérer cet espace, en fait. Donc, même si l'aggravation n'est pas important, l'aggravation n'est pas importante, en fait, la possibilité de
revenir en arrière par rapport à l'état des lieux qui est catastrophique sera perdu. Donc ça, c'est un point essentiel que nous, on veut mettre en avant, sachant que, vu l'étendue de l'hydrochaleur et l'étendue de la minéralisation du secteur, il va falloir qu'on récupère des hectares en pleine terre pour les intempéries à venir. Ça, c'est le premier point. Sur la question de la pollution, c'est pareil, c'est cumulatif. Du coup, le projet, en fait, ils disent on va s'appuyer sur le changement du parc électrique vers l'électrique. Mais en fait, ce qu'on se rend compte quand on regarde, ne serait-ce que les projections, les ambitions de la France et les ambitions européennes, c'est que les particules fines, donc, qui sont à 1000% en fait, elles vont décliner peut-être progressivement sur 2 générations pour arriver à la moitié de ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un véhicule électrique, 50% de ses émissions sont liées à l'abrasion du goudron, les freins et les pneus. Voilà. Donc, et ça, en fait, un véhicule électrique, il utilise la même route, les mêmes pneus et les mêmes types de freins, moyennement des histoires de récupération d'énergie, etc. Mais, donc en fait, les particules fines ne seront pas éliminées, donc quelque part, augmenter le trafic, c'est augmenter le nombre de voitures qui émettent, et même si pour l'instant elles émettent beaucoup plus parce qu'elles sont thermiques, elles continueront d'émettre. Donc ça ne règle pas complètement la question en fait, et surtout c'est est-ce qu'on trouve tolérable d'accepter d'augmenter l'état des lieux pendant une décennie, avant de voir peut-être une courbe un petit peu revenir en arrière et d'attendre 2 générations pour que ça s'améliore en fait. Parce qu'on vous parle de 6 mois de perte d'espérance de vie à 30 ans, mais ça veut dire que en fait, les enfants qui naissent maintenant, ils pourront vraiment regarder l'alternative des chiffres quand ils auront 30 ans ou 40 de notre âge et qui regarderont un petit peu et qui nous diront vous étiez un peu ambitieux. Et donc ça c'est un problème. Sur l'aspect des commerces, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être Claude tu voudras parler un petit peu des questions économiques, parce que je sais que tu connais bien le sujet, je te donnerai peut-être le micro après. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, ni sur l'inclusion du paysage urbain, sur la question de l'autopont. La question de l'autopont, en fait, nous on suit cette actualité du retrait, et pareil, je pense que peut-être le Covid aura un truc à dire là-dessus, puisqu'en fait, il y a le RER vélo qui est censé passer sur la RN 86, et c'est un projet qui est censé être réalisé très prochainement en fait. Donc ce projet, quelque part, il est un petit peu, il rentre en collision avec cette question de l'autopont et de l'actualité de cette avenue qui effectivement pour l'instant en statu quo et n'évolue pas. Mais des projets qui ont été énumérés prenant place à cet endroit-là et qui pourraient répondre au questionnement justement de comment on rentre dans le centre commercial à vélo sont sur la table en fait à ce jour, même s'ils ne trouvent pas de solution. Voilà. Du coup, j'en viens à votre dernière question, le pour et le contre. Nous, en fait, on lève une montagne de contre. Et quand on réfléchit au pour, la seule question vraiment pour qui pourrait nous avoir intéressés, c'est de savoir éventuellement combien d'impôts ça rapporte et à qui. Sauf que on ne peut pas avoir ces chiffres, on ne les donne pas. Alors peut-être que vous avez des chiffres à nous donner, en tout cas ceux que vous connaissiez du temps où vous discutiez du projet il y a 3 ans. Mais donnez-les-nous. Je pense qu'on peut s'amuser à regarder combien en santé, en problèmes environnementaux, en problèmes économiques, on va avoir de problèmes, et puis combien vont rapporter ces impôts et à qui, et de savoir qu'est-ce que ça compense. Et on pourra jouer éventuellement à un jeu de la balance, mais je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup. Voilà. On peut répondre tout de suite sur les impôts. Hein. En réalité, c'est même plus un argument depuis la création des intercommunalités. Déjà, c'est plus le collecteur et puis la commune, donc voilà. Et en plus, il faut savoir quelque chose, c'est que sur ce type de projet et sur de la surface commerciale, c'est l'impôt foncier, c'est la CFE qui vaut. La CVAE, en réalité, sur le détail, c'est infime, c'est pas une industrie, c'est sur les industries où voilà, mais sur du détail, la vente au détail, c'est le cas, au milieu, c'est que la vente au détail, il n'y a pas de locaux artisanaux. La CFE, il n'y a que la dynamique qui est reversée au territoire. Le reste, c'est statique, c'est-à-dire que c'est figé pour des années depuis qu'il y a eu tout ça des compétences. Donc, fiscal, mais après, je le dis tranquillement, d'ailleurs, avec Claude, on a toujours dit, quand les Renéens nous parlaient des impôts, mais arrêtez de parler de en termes d'impôts.
ça va paraître bizarre que des gens de droite disent ça, mais on le dit. Arrêtez de parler toujours des impôts. En tout cas, quand on considère Rony 2, arrêtez de voir la poule aux odeurs fiscales. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Peut-être qu'à l'époque, quand les maires voulaient attirer les centres commerciaux sur leur territoire, ils avaient cette idée en tête. Mais aujourd'hui, nous, on ne le dit plus, et on ne l'a jamais dit, c'est une bêtise. Et si on veut créer de la richesse fiscale dans une ville, on pourra en faire un débat là-dessus si ça vous intéresse, parce que c'est aussi intéressant. Il faut créer du logement. Mais c'est un autre débat, et on va pas avoir un autre débat ce soir. Donc, fiscalement, on n'aura pas de désaccord avec vous, parce que quoi qu'il arrive, c'est pire. Je crois que monsieur, peut-être sur le commerce, vous voulez ça? Bon, sur le commerce, le problème qu'on a sur ce type de débat, c'est qu'il y a très peu de données. Et que toute la documentation qu'on peut récupérer sur cette espèce de match entre les commerces de proximité et les grandes surfaces dépend du point de vue dont on parle. Les représentants des commerçants de proximité sont tous vent debout contre les centres commerciaux et les pointent du doigt comme des concurrents qui fragilisent leur activité et qui font fondre l'emploi dans le commerce de proximité. Donc voilà. Aujourd'hui, la législation tend à ce que des études plus précises soient faites sur les impacts en termes de dynamique locale et en termes d'emploi. Et ce type d'étude n'est pas prévu aujourd'hui pour Rony 2. Voilà. Légalement, ils y échappent. Et donc on ne peut rien dire. Il faudrait des études précises parce que les mécanismes sont un peu complexes. Il faut les voir à terme. Là, vous dites que depuis 20 ans, les commerces perdurent à Rony, mais s'il n'y avait pas eu le centre commercial depuis 50 ans, peut-être qu'il y aurait 2-3 fois plus de commerce en centre-ville et dans les quartiers. Il y aurait une autre dynamique commerciale. Moi, je connais d'autres villes de la taille de Rony sur lesquelles l'équilibre commercial n'est pas celui-là. Si je peux me permettre, sur les commerces à proximité, alors d'abord, Rony 2, c'est un centre régional. Il y a très peu de moyens, malgré tout, qui pèsent par rapport au chiffre d'affaires, heureusement d'ailleurs. Mais moi, j'avais été frappé il y a 12 ans, sans citer élu maire, d'avoir un centre-ville qui devenait un centre-ville de banque et d'agence immobilière. Et à l'époque, je me rappelle, on a annoncé un plan de protection des zones commerciales des villes à travers un périmètre de sauvegarde qui donne la possibilité au maire de présenter et qui lui donne la possibilité, en 2 ans, de trouver le commerce que les habitants souhaitent. Et généralement, les habitants nous disaient le trouver, c'est du commerce de bouche. Et clairement, en 10 ans, on a réussi à ouvrir 7 à 8 magasins de bouche. Alors, il y en a un qui a fermé, mais pour d'autres raisons. Mais généralement, ils sont plutôt bien comportés. Donc, la problématique du commerce dans des villes comme Rony-sous-Bois, c'est les commerces dans les quartiers. Et qui dépassent alors, des problématiques autres que la concurrence de Rony 2. On le voit d'ailleurs à la Boissière où il y a des magasins qui ont ouvert, qui rencontrent des problèmes parce que derrière, il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de sécurité. Donc ça va au-delà de la concurrence. Alors, il y a, si je peux me permettre de terminer là-dessus, il y a des commerces de proximité, mais il y a aussi la typologie de commerce. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que le grand flux politique, c'est de sortir de l'hyperconsommation. Les circuits courts, parce que voilà, on est au bout d'un modèle. Et qu'il y a une réflexion sur les circuits courts, sur quel type de commerce alimentaire, et que tout ça rentre en concurrence évidemment avec un projet tel que Rony 2, qui n'est pas du tout dans cette dynamique, évidemment, qui est plutôt sur l'ancien modèle. Mais c'est intéressant ça, parce que si on. Ouais, je pense qu'on s'adapte à un moment donné à tout ça. Et que les grandes enseignes comme Westfield, évidemment, elles voient les évolutions sociales. C'est ce que vous dites. Moi, j'ai été très intrigué de voir qu'à Rony 2, il y a une friperie qui s'est installée. De recyclage de vêtements. Alors, qui a fermé, mais moi, je suis pas le défenseur de Westfield. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas dit qu'un jour, exactement comme sur les problématiques environnementales, les opérateurs économiques ne comprennent pas que c'est leur intérêt aussi d'aller dans le sens de ce que vous dites. Alors je ne dis pas que demain il y aura du circuit court dans tout Rony 2. Je dis que moi je n'oppose pas les logiques. Et je pense que la logique de circuit court, c'est pas parce qu'elle s'applique peut-être à un commerce local de proximité qu'elle ne pourrait pas s'appliquer
dans des choses à haute dimension. Mais je comprends votre point, mais je pense que c'est pantineux. Les études de temps ont montré que les centres commerciaux ont tendance à devenir hégémoniques quand même. Et donc il y a un problème d'hégémonie, c'est-à-dire que plus rien ne pousse à l'ombre des centres commerciaux. Globalement. Voilà, ça assèche. En tout cas, c'est la problématique à envisager, je pense, pour le temps. Isabelle, donc moi je suis Isabelle Gautreau, donc habitante de la Boissière et présidente de l'association Plus belle ma ville. Je trouve ça intéressant de parler de l'économie. Je trouve ça intéressant, mais moi je voudrais revenir sur l'artificialisation des sols. Il y a quelques années, je ne me rendais pas compte à quel point les constructions, les différentes constructions, allaient tellement impacter la ville, en fait. Il y a effectivement Rosny 2 avec ce projet, moi, j'ai une certaine crainte et une certaine peur. Mais je dirais que moi, ce que j'ai envie de savoir, et je suis toujours un petit peu directe dans mes questions, c'est en tant qu'URAM, quelle est votre position? Parce que moi, je n'ai pas encore entendu. Quand vous étiez aux affaires, vous avez joué le jeu avec l'arrivée du métro, donc il y a eu des constructions nouvelles, etc. etc. Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à cette extension de Rosny 2, votre position aujourd'hui. Et puis j'ai juste noté quelque chose, parce que je voulais quand même remettre des mots là-dessus, c'est que nous sommes un certain nombre à aller au Conseil local de développement durable, et je pense qu'on est un certain nombre à essayer d'y aller régulièrement, d'y porter notre voix, et dernièrement le directeur de Westfield Rosny est venu et nous avons pu avoir un débat qui était un débat assez houleux quand même. Mais en tant qu'URAM, moi je ne vous vois pas au CLDD. Donc voilà, je m'interrogeais d'une part sur le fait que vous n'étiez pas présent sur cette instance, et d'autre part, quelle est votre position aujourd'hui? Je parle bien d'aujourd'hui, on ne va pas parler du passé, bien évidemment. Merci. Alors, sur le dernier point, je n'ai pas d'informations précises, mais on n'est pas invités en tant qu'élus. En tout cas, les élus d'opposition ne sont pas invités au CLDD, il n'y a aucun siège. Non, pour l'URAM. Voilà, écoutez, c'est une bonne question. On verra mieux s'organiser pour les actuels, parce que c'est un détail. Honnêtement, sur cette question, je réponds rapidement. Je me suis expliqué avec Julie Pesco. On ne peut pas inviter les opposants la veille au soir. Ok ? En fait. Non, mais sur les débats du CLDD, c'est. Mais il n'y a pas que dans cette commission-là que ça existe. Les invitations arrivent 1 ou 2 jours avant. Non, mais pour les élus. Pour les élus. Donc, je m'en suis expliqué à Julie Pesco. Bah si. Clairement, c'est ce qui se passe. On va éviter le débat URAM au Oui, Il nous intéresse pas trop. Non, en revanche, tout ce qui est très intéressant, et je voudrais proposer quelque chose aussi. Je ne dis pas qu'il faut faire un recours, parce que évidemment c'est vous qui portez les choses, et nous on considère que l'opportunité de ce projet est bonne. On souhaite que le maître d'ouvrage réponde aux missions environnementales qui sont les siennes, et qui sont pas forcément celles de la loi, mais aller au-delà. Donc voilà. Mais nous, sur l'opportunité de ce projet-là, on souhaite qu'il puisse avoir le jour avec le respect des ambitions qui doivent être celles d'un maître d'ouvrage aussi puissant que l'IBAI. Mais pour répondre aussi à la question d'Isabelle sur quelle est notre position, moi je n'ai pas à rougir de ce qu'on dit depuis plusieurs années. Moi je me suis battu en représentant la ville et à la métropole du Grand Paris pour qu'on ait 30% de pleine terre dans le SCOT. Quand je dis je me suis battu, ça a pris plusieurs années parce que, et tout le temps en politique, les maires étaient réfractaires à 30%. Je dis bien les maires.
Pourquoi ils étaient réfractaires aux 30% de pleine terre? Parce que tout de suite, quand on a 30% de pleine terre et qu'en même temps on a des outils de construction de logements ou de commerce ou de bureaux, etc., ou d'équipements publics, et ben, qu'est-ce que ça fait automatiquement? La géométrie, la règle de 3, ça fait que du coup, il faut élever les hauteurs. Et pour une raison qui est très... Quand je ne connais pas, en tout cas, si vous la connaissez, tant mieux, on a très peur, nous, de la hauteur. En région parisienne et en France, globalement, la hauteur fait peur. Pour plein de raisons, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pas le débat, mais donc, tu poses la question, on s'est battu au nom de la ville de Claude pour que 30% de pleine terre dans la métropole, et du coup, je me permets de sers ta question pour vous l'attendre. Il y a un SCOT qui est depuis quasiment en même temps, donc qui s'est terminé 2 semaines avant, voilà, qui prévoit, qui a des estimations très précises sur la pleine terre et les ambitions environnementales. Je peux l'assurer, je l'ai écrit, donc je sais ce qu'on a dedans. Il a un peu évolué entre temps, parce qu'entre temps on a perdu les élections, et puis il y a d'autres élus qui ont un peu retouché, mais je sais que les 30% de pleine terre, on y est. Et je pense que, au-delà du contentieux, même dans la logique d'un projet à 5 à 10 ans, ce qui est exactement la durée de vie d'un SCOT, on ne peut pas ignorer ce type de document quand on parle d'un équipement à vocation régionale. Est-ce que vous êtes intéressé, dans le cadre de ce sujet-là, à ce que prescrivaient les documents, pas que le SCOT, le schéma directeur région de France, etc., aux travaux du PLUI? Je vais faire une petite parenthèse. J'ai eu des informations du territoire Reste Ensemble, donc qui a déjà un PLUI qui a arrêté, contrairement à notre et qui est exécuteur, contrairement à notre territoire, qui me disait mais on n'a jamais été associé à l'enquête publique du centre commercial, alors qu'il y a Noisy-le-Sec, il y a Montreuil, etc., qui sont des villes qui sont au bout de la rue. Donc, pour vous dire que ça ne concerne pas que Rosny, je pense que globalement, il y a eu, dans la communication sur l'enquête publique, il n'y a pas, c'est pas pour défendre la majorité, mais il y a à un moment donné quelque chose qui ne s'est pas fait, je ne sais pas qui doit le faire, mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et donc, si je retourne la question, est-ce que vous comptez, vous aussi, vous appuyer sur ces documents-là qui existent et qui vont en matière d'ambition environnementale, sur le plein de terre, il va y avoir aussi des dispositions sur la pollution, sur la mobilité, etc. Notamment, vous avez parlé du RR vélo, mais je rappelle quand même que la carte des voies cyclables métropolitaines à l'occasion est opposable. Est-ce que vous avez l'intention de vous appuyer là-dessus pour continuer à porter ce projet? Oui, tout à fait. Enfin, comme on l'a vu là, et c'était l'objet de notre cours, vraiment c'est pour reglobaliser, on va dire, le débat, parce que je vois que cette question, finalement, je l'entends, et finalement, ce qu'on a trouvé de manière générale, c'est que, ce qu'on disait là, c'est que entre l'enquête publique, avec le manque de communication qu'il y a, ce qu'on relevait tout à l'heure, ou en tout cas un document de synthèse qui permet d'avoir un débat, etc., ne permet pas effectivement aux citoyens de prendre connaissance de ce qu'est ce projet. Mais également, en fait, on se rend compte, nous, en tant qu'association, que finalement, nos moyens, nos possibilités déjà de connaissance et ensuite d'analyse de ce genre de projet sont minimes, mais en fait, il faut aller les chercher. Et les seules choses opposables sont finalement des éléments juridiques à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que là, grâce, on va dire, aux éléments juridiques, on a vu qu'il y avait 5 points d'illégalité. Finalement, ils essayent d'en résoudre, mais ils ne résout rien, ils ne changent pas le projet. Et effectivement, nous, on a eu un groupe de travail, Nicolas, tu as assisté pas mal aux réunions là, sur le SCOT, et lui, et oui, évidemment, ça va faire partie de nos moyens, de nos ressources. Oui, en fait, on est intervenu. Moi, je pose régulièrement des questions en réunion publique qui sont issues du travail de nos groupes, que ce soit sur le PLUI, où j'ai posé des questions relativement à ça. J'ai questionné en particulier le diagnostic. Typiquement, dans le PADD du PLUI, il y a eu des décisions sur la question des aménagements, alors que dans le préambule, il est clairement cité que par exemple, la lutte contre les îlots de chaleur ou contre le réchauffement climatique est un des enjeux majeurs, et pourtant il n'y a aucun diagnostic sur la carte de chaleur du secteur. Donc non seulement on s'y intéresse, on critique aussi la qualité en fait, des livrables qui permettent de prendre une décision. On regarde du coup les résultats pour savoir comment on peut s'en emparer juridiquement, sur la question du SCOT, sur la question du PLUI,
Sur la question du PCAET aussi, puisque j'ai participé aux ateliers de co-construction de Grand Paris Grand Est sur son PCAET, dont j'attends encore les résultats, parce que des processus un petit peu longs. Voilà. Donc on est dans ces choses-là, et évidemment on les regarde. D'une étude d'impact social, une étude d'impact socio-économique en fait. Et nous, ça fait partie de notre demande. En fait, dès qu'on s'est opposé au projet il y a 3 ans, on a réclamé en fait 3 éléments. On a réclamé en fait quelque chose qui fasse la preuve qu'en termes d'environnement, on n'arrive pas à ces résultats-là. Et pour l'instant, non, c'est pas le cas. La deuxième chose qu'on a demandé, c'est cette étude d'impact socio-économique, parce qu'en fait, on en demande, mais comme effectivement le cadre juridique fait que ce genre de projet peut passer au travers, ils n'en font pas. Et s'ils n'en font pas, ça questionne sur le résultat qu'il y aurait. Si c'était vraiment intéressant économiquement, ils s'empresseraient de le dire à tout le monde. Et le dernier point, c'est la partie concertation, et là on est en plein dedans, la concertation des habitants, et des habitants pas que de Rosny, et des habitants des villes alentours, ça passe par d'autres instances démocratiques qui se passent dans les autres communes, pour lesquelles les maires de ces communes ont un pouvoir et peuvent être informés de ce qu'ils pourraient dire à leurs habitants. Voilà. Pour information, on avait, je pense qu'ils ne sont pas là parce que je les connais, mais il y a quelqu'un de la Noisy-le-Sec qui était invité parce qu'il se plaignait justement de ne pas avoir été concerté alors qu'ils sont au bout de la rue. Donc ils m'ont appris la veille de la fin de l'enquête publique, pour dire que voilà, ce que vous dites est totalement vrai et que bon, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi peut-être pas que la faute du maire de Rosny, c'est peut-être la loi qui est mal faite, de dire que c'est pas normal qu'on ne doive pas concerter tous les collectivités concernées par un projet comme ça. Alors on va prendre, comme le temps avance, on va prendre 2 questions, si ça vous va. Bonjour, donc moi je suis commissaire, je suis habitante de Rosny, bien sûr. Je fais partie d'Alternativa et de Rosny Cyclette et je suis également chef d'entreprise ici à Rosny, donc j'habite à Rosny et je travaille à Rosny. Donc moi je voulais revenir sur la question qui a été posée par Isabelle et par monsieur, c'est-à-dire que Nicolas et Olivier ont clairement expliqué les points négatifs de ce projet, mais vous n'avez pas répondu sur pourquoi vous êtes-vous favorable à ce projet, quels seraient les points positifs de ce projet. Donc Nicolas a dit qu'on n'a toujours pas d'études sur ce que ça pourrait emporter en termes économiques. Si l'URAM est favorable à ce projet, il doit bien y avoir des raisons objectives à votre soutien à ce projet. Moi j'aimerais bien les connaître et je pense que c'était le sens de la question d'Isabelle et de monsieur. Donc est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Aucun problème. Nicolas, tu veux dire après je réponds. Ah, tu veux que je réponde à ça? Je vais répondre. Non, mais bon, pour moi, l'objectif de la réunion, c'était avant tout le débat et la rencontre. Mais il n'y a aucun problème pour donner des réponses claires. Et je pense qu'on a pu, quand on était aux affaires comme après, avoir tous les défauts de qualité du monde. On n'a jamais eu le défaut du manque de franchise. Ça a été le cas notamment pour les habitants de Grand Pré, qui se rendent compte que notre franchise, finalement, n'était pas si mal que ça, parce qu'on était extrêmement clair sur les intentions qu'on avait vis-à-vis d'eux, ce qui n'a pas été le cas de ceux qui ont gagné les élections et qui aujourd'hui sont plus clairs. Donc, honnêtement, je pense qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses, pas la tentation de franchise. Durant tous nos mandats dans lesquels on était aux responsabilités, que ce soit quand Claude Pernet était maire ou quand Claude Capiton a pu succéder, on a toujours soutenu la vitalité et, on va dire, l'attractivité, même si j'aime pas le mot parce qu'il est un peu galvaudé, mais en tout cas, le fait que Rosny 2, la viabilité, le fait que ce centre commercial, il avait sa vocation régionale, voire
plus que régional, et il était là. Parce que c'est aussi du pragmatisme, il était là, on n'allait pas le faire partir du jour au lendemain, il était là avant nous, il était là, il restera là, je pense, après nous, et qu'il faut faire avec. Et aujourd'hui, il y a quand même deux éléments qui viennent un peu bouleverser l'équilibre et ce qui était le centre commercial, celui des années 60, qu'on a certains connus, qui étaient vieillissants, etc. C'est l'arrivée du métro, même si ce centre n'a pas toujours connu le RER, puisque le RER est arrivé après, je le rappelle quand même, hein. Mais là, c'est deux transports lourds, dont quand même un transport, comme l'a dit Claude, c'est pas la même chose, hein, le métro, donc voilà. Et la deuxième chose, c'est, et c'est pour ça que je pense que on n'est pas, nous, déconnectés de ces enjeux-là, c'est, eh bien oui, notre capacité à faire vivre, c'est pour ça qu'on est en désaccord, mais c'est tant mieux, un commerce de proximité actif et un centre commercial qui a une vocation régionale. Donc, ces deux éléments-là qui se disent, mais finalement, notre ville, elle est quoi? Elle est une ville qui a des destinations évidemment de ses habitants, puisque le centre de commerce local, en général, c'est celui qui habite pas loin, qui y va, et ce commerce qui finalement, comme l'a dit Claude, concerne moins les Rhonéens, parce qu'il est beaucoup plus large, on y vient en métro, on y vient en voiture, on y vient en RER, en vélo, comme vous voulez, mais en tout cas, on y vient de bien plus loin que Rosny, et ça, il faut que ça se concilie, et ça existe, c'est un existant. Donc vous allez me dire, mais du coup, quel est votre intérêt d'être pour l'extension? Je vous l'ai dit, on ne va pas supprimer le centre commercial, il existe déjà. Deuxièmement, l'extension, c'est une nécessité aujourd'hui du fait de l'arrivée du métro. C'est-à-dire que si vous avez un centre commercial qui est vieillissant, avec, et vous l'avez dit en plus, je pense que l'étude d'impact aujourd'hui le montre, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas confondre le bitume et le béton, mais en tout cas, tout est bitumé. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est déjà un îlot de chaleur. Donc, ça, c'est la situation, elle existe. Donc, nous, notre réponse par rapport à votre question, c'est le pragmatisme. Elle existe, la situation, le centre commercial existe, oui. Aujourd'hui, on veut encourager, évidemment, la venue des gens en métro. On nous dit ici, vous avez chiffré 400 places de stationnement en moins, je trouve ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que clairement, on va progressivement prendre en compte le fait que, évidemment, il va falloir que les gens viennent beaucoup moins en voiture parce que c'est l'évolution des choses, parce qu'il y a 75% des Parisiens qui n'ont pas de voiture et que ceux qui viennent dans le métro, ce seront aussi des Parisiens, parce que le métro, il est concentrique, hein, il n'est pas comme le Grand Paris, il vient directement en étoile depuis Paris. Donc, que des Parisiens viennent opérateurs économiques de la ville, et là, on n'a pas à prendre des décisions à la place de Westfield. Westfield nous dit, moi, pour des raisons économiques qui sont les miens, que l'on n'a pas à juger, on considère qu'on veut étendre le centre commercial, on y croit, on croit qu'on aura plus de clients, on croit qu'on va faire plus beau, qu'on va attirer... parce qu'évidemment, c'est pas des philanthropes. Évidemment, ils pensent qu'ils peuvent faire plus de chiffre d'affaires, attirer de nouvelles marques, etc. Notre position de la ville, c'est quoi? Soit on dit non, nous on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas légitime. Et dans ce cas-là, on se pose en juge de la décision économique de l'opérateur, soit on dit non, nous on ne juge pas votre position, on va juste regarder, et c'est là que la démarche d'Interactive est intéressante, on va juste regarder si ce que vous nous proposez est compatible avec un certain nombre d'autres enjeux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai élargi le débat à l'ensemble de Grand Pré, de Village Vertical, parce que c'est du coup Grand Pré aussi, vous l'avez dit, de l'avenue de Gaulle, etc. Pour moi, on est loin d'être uniquement sur le débat de l'extension de Rosny 2, on est sur la mutation de toute une zone, et moi je dis oui, l'évolution de l'extension va permettre aussi peut-être de penser un peu plus rapidement l'évolution du reste de la zone qui est aujourd'hui au stade mort, parce qu'on va voter demain 400 000 € d'études encore qui ne servira à rien. Donc moi je dis clairement, on serait peut-être, je pense, fautif de venir freiner ce projet, alors que nous, on est pour le développement de la zone qui est autour. Mais être pour un développement, ça ne veut pas dire que nous, on est à la main. Ce n'est pas nous qui tenons le crayon de l'architecte d'Unibail, qui tenons le crayon des écologues, qui tenons le crayon de ceux qui vont concevoir les magasins. Nous, on serait, si on était en deux affaires, une autorité publique chargée de voir si la loi est respectée et si l'intérêt des habitants de Rosny est respecté. Aujourd'hui, Rosny existe déjà, donc on ne va pas leur dire de partir. L'intérêt des habitants de Rosny, il est où? Il est que cette extension se fasse dans le respect de ce que je viens de dire, c'est-à-dire respect des règles environnementales et respect de l'intérêt local. Alors on a un désaccord avec monsieur sur le fait que vous pouvez nous dire oui mais attention au commerce local,
C'est un débat qu'on peut avoir. Moi, je pense que plus le centre est gros, plus le commerce local est protégé. Ça, on a un accord avec monsieur et peut-être qu'on le réglera un jour. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, en tant qu'opposant comme en tant qu'assumant le bilan qui était celui de l'URA pendant 37 ans aux affaires, parce que c'est un petit peu, on était pendant 37 ans aux affaires. On ne va pas se le cacher, bien, le petit doigt. Je ne vois pas pourquoi on dirait aujourd'hui à Nival, non, n'étendez pas le centre commercial, restez comme ça, parce que de toute façon, ce n'est pas l'intérêt des Rhôniens. Je crois que j'ai beaucoup aimé le fait que vous citiez l'enquête environnementale qui dit nous, on ne regarde pas l'opportunité du projet. Et bien moi, je pense que cette position d'enquête environnementale, c'est une position de sagesse. Nous, je pense qu'en tant que ville, et c'est mon opinion, on n'a pas à regarder l'opportunité du projet. Il y a un opérateur économique qui a un projet, les limites, c'est les ambitions qui ont été données, c'est les réserves lourdes que vous avez formulées, c'est les réserves lourdes qu'on peut formuler aussi sur le commerce, sur les mobilités, sur l'engorgement de la circulation autour, toutes les réserves qu'on peut formuler, mais ça, c'est pas de l'opportunité. C'est les modalités de réalisation du projet. Voilà. J'espère vous avoir répondu assez clairement, c'est-à-dire on ne regardera jamais l'opportunité, c'est un opérateur économique, il est libre de le développer comme il l'entend. La limite, c'est l'intérêt collectif, les règles de protection de notre santé à tous, de l'environnement, et l'intérêt des Rhôniens, mais l'intérêt des Rhôniens, en réalité, vous ne serez pas d'accord, on ne sera peut-être pas tous d'accord. Nous, on a une idée de l'intérêt des Rhôniens, vous allez me dire, vous n'êtes pas d'accord, monsieur va me dire qu'il n'est pas d'accord, monsieur va me dire qu'il n'est pas d'accord. C'est très politique comme question. Donc, nous, on pense que l'intérêt des Rhôniens n'est pas que l'extension ne se fasse pas. Je suis très clair avec vous. Maintenant, si vous m'interrogez sur le fait que, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que les ambitions environnementales doivent être extrêmement claires et extrêmement précises, moi, j'ai aucun tabou pour dire oui. Oui, c'est pour ça qu'on a pensé que le débat c'est intéressant, c'est que quand Alternativa nous présente ce qui a été dit là, sur les îlots de chaleur, sur la pollution, enfin sur des sujets qui marquent, qui nous plus marqués d'autres, sont plus sensibles à d'autres sujets, l'URA ne trouve pas, je pense que ce serait mal placé de dire non, ça pour nous c'est ridicule, non, on le prend très au sérieux, peut-être que par le passé on l'a peut-être pas pris assez au sérieux, mais voilà, je vous l'ai dit, on n'a pas tout bien fait, on n'est pas tout parfait, on ne fait pas tout parfaitement. Mais encore une fois, on n'a pas à rougir de ce qu'on a pu faire par le passé sur les ambitions environnementales, sur d'autres projets. Je pense aux éco-constructions, l'école, etc. Donc on n'est pas non plus à la masse sur les sujets. Et encore une fois, c'est un peu plus personnel. Moi, je me suis battu contre des maires de toute tendance, y compris, pardon de vous le dire, des maires écologistes, sur les 30% de pleine terre dans toute la métropole. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous faire passer, peut-être parfois avec un peu de préjugés et un peu d'ironie comme étant les pollueurs bétonneurs, c'est un tout petit peu caricatural. C'est pour ça qu'aussi on souhaitait faire le débat. Qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur tous les sujets, c'est une évidence, de preuve, notamment sur le commerce de proximité, mais je pense qu'on est extrêmement clair, et donc comme ça je terminerai pour être très clair. Oui, nous sommes favorables au projet d'extension. Après, de ce que j'ai vu dans votre présentation, moi, ou alors j'ai peut-être mal compris, je n'ai pas vu que vous étiez contre le projet d'extension. D'ailleurs, je n'ai pas vu que vous étiez contre. Moi, c'est pour ça que je pense que nos positions ne sont pas extrêmement éloignées. J'ai vu que vous étiez extrêmement sceptique et réservé sur des points lourds que vous avez soulevés au tribunal administratif qui n'ont pas été pris en compte. Mais ça, personne ne peut vous le reprocher. Au contraire, le tribunal administratif, c'est pas le tribunal de l'Alternativa, c'est le tribunal de tout le monde. C'est le tribunal de tout le monde. Donc, non, mais si le tribunal l'a dit, et que vous l'avez dit au tribunal et que vous a donné raison, c'est qu'il y a une grande part de vérité dans ce que vous avez dit. Donc, on serait quand même malvenu pour des gens qui veulent un jour revenir aux responsabilités, dire au tribunal administratif, on le balaye d'une main. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma réponse. C'est un peu long, désolé. Surtout qu'il énonce la légalité quand même. Très bien ce que tu as Surtout que le tribunal énonce la légalité. Allez, monsieur Haas pour la dernière intervention. Monsieur. Combien ça va... Attends, on va laisser monsieur d'abord. Oui, donc bonsoir, donc Nicolas Haas, j'interviens ce soir au nom de la Ligue des droits de l'homme. Je suis adhérent à cette association et c'est vraiment en son nom que je prends la parole. Je tiens à le préciser d'entrée. Alors, en préambule, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce que vient faire la Ligue des droits de l'homme dans ce débat. Très rapidement, il faut que vous le sachiez, peut-être vous le savez déjà, en fait, la défense des droits environnementaux fait désormais partie de nos statuts. Déjà. Et puis, il se trouve que les adhérents de la Ligue des droits de l'homme de Rosny-sous-Bois se sont concertés
autour de ce sujet et en ont donc débattu. Alors pour nous, ce projet pose 4 types de problèmes. Je vais les évoquer rapidement, rassurez-vous, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Déjà, un problème démocratique. Ce projet a été retoqué une première fois par le juge administratif. Ça a été dit dans la présentation. Il est représenté 2 ans plus tard, en France, par le groupe. Il y a quand même là une façon de dire, oui ok, on a été retoqué, mais on revient avec le même truc, de toute façon on va passer en force. Donc il y a quand même là une question, je dirais une sorte de mépris, qui est un peu... Enfin ça questionne, à minima. Mais on pourrait presque comprendre la position de ce grand groupe. Par contre, la ville, d'un point de vue démocratique, que fait-elle pour nous informer autour de ce projet? Rien. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, dans une ville. Quand on construit un stade, quand on construit une piscine, quand on construit des grosses infrastructures, en toute logique, en 2022, on interroge la population. On se donne les moyens de le faire. À Rosny-sous-Bois, ça n'a pas été fait, donc nous, ça nous pose déjà ce premier problème. Un deuxième problème, là je vais aller plus vite, ça a déjà été évoqué, l'aspect économique. La rentabilité de cette chose, de cette extension, quelle est-elle? On ne sait pas. On navigue à vue. On fait des suppositions. On se dit, tiens, le métro arrive, ça va ramener des gens, ça va peut-être créer de l'emploi, etc. En réalité, ça a déjà été dit par Claude ici tout à l'heure, on le sait, ce genre de projet détruit le commerce de proximité. Donc, voilà, prenons acte de ce genre de conséquences. Un troisième point, c'est l'aspect politique. En tant que maire, dans une commune, il est possible de faire des choix. Il est possible, parfois, d'impulser des directions, des chemins. Et ici, on voit bien que la direction qui est choisie va exactement dans le sens du bailleur. Alors que d'autres choix auraient pu être possibles. Comme par exemple construire des logements sociaux. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, l'absence de logements sociaux, en tout cas sur Rosny-sous-Bois, nous semble quelque chose de plus important que de multiplier les surfaces de commerce de bouche, par exemple. Monsieur Capillon l'évoquait tout à l'heure en parlant des commerces de bouche dans le centre-ville. Vous avez vu comme moi dans l'évocation de la construction, si jamais ce projet se fait, il y a je ne sais pas combien de mètres carrés de surfaces qui sont destinées à de la restauration. Pensez-vous une seconde que les gens qui vont aller se restaurer à Rosny 2 vont être intéressés par aller dans le centre-ville? Posez la question aux gens qui voudraient essayer d'ouvrir un restaurant. Donc en fait, il y a une histoire politique derrière ça. On peut faire des choix. Et je vais terminer par là, parce que ça semble à peu près évident, ça a été longuement évoqué, et ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, de la défense des droits qui sont chers à la Ligue des droits de l'homme. Il y a l'aspect écologique. Alors, les îlots de chaleur, ça a été évoqué, effectivement, là où nous, on pourrait peut-être s'opposer à ce qui vient d'être dit, c'est que la situation actuelle est catastrophique. Mais on peut faire une situation nouvelle. On pourrait très bien, sur ce centre actuel, impulser autre chose, les obliger à peut-être revenir à de la pleine terre, des choses comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on balaye un peu vite de la main l'histoire de l'accroissement des flux de voitures. Je veux dire, très concrètement, pour les Ronéens, mais pas que les Ronéens qui sont dans des écoles, dans des EHPAD, ou qui sont sportifs. Moi, je suis peut-être un peu de tout cela, mais je suis aussi un Ronéen, voilà, 50 ans et quelques, bref, je vis dans cette ville, et je suis aussi impacté, je suis aussi, moi, très sensible à la pollution, comme tout le monde ici. Donc, j'aurais envie de dire, cet impact sur la pollution atmosphérique, ça a été dit, les chiffres ont été dit tout à l'heure, c'est quand même assez incroyable. On parle de 7 mois d'espérance de vie de moins. Ben, moi, j'ai plutôt envie de les gagner, ces 7 mois, plutôt qu'on me les enlève. Donc, voilà, pour ces 4 raisons, la question que nous, on pose, enfin, qu'on aurait eu envie qu'elle soit posée auprès des habitants de la ville de Rosny, c'est
A-t-on aujourd'hui, en 2022, dans un contexte où on essaye à longueur de journée de parler du réchauffement climatique, de revenir à un environnement sain, à du circuit court, etc. Est-ce que ce type de projet a sa place à Rosny-sous-Bois? Je pense que poser la question et la façon dont j'ai pu l'évoquer au nom de la Ligue des droits de l'homme, je pense que vous connaissez notre réponse. Merci. Je souhaitais conclure, vous avez l'implémentation sur les prochaines étapes, parce que bon, on va arrêter là, parce que, en tout cas, merci de ce débat et d'avoir dû interrompre les choses, mais je pense qu'on pourra réorganiser. Voilà. La permanence est ouverte et on peut réorganiser ce type de rencontre. Est-ce que vous voulez conclure tous les deux sur les prochaines étapes, sur les perspectives? Déjà, pareil, merci de l'invitation. On est toujours partie prenante. D'ailleurs, le document que vous avez lu, tout est open source, donc c'est sur notre site, accessible à tous. Voilà. Les prochaines étapes. Je suis allé à la rencontre des commissaires enquêteurs le dernier jour de l'enquête. Ils avaient 8 jours pour rendre leur délibéré face aux promoteurs. Voilà. Ils avaient 1 mois pour le présenter avec leur décision, l'avis favorable ou défavorable, à monsieur le maire, qui s'est engagé face à eux à prendre une décision, je ne sais pas pourquoi, le 18 janvier. Je ne sais pas pourquoi il a parlé de cette date. C'est les vœux. Voilà. Donc maintenant je sais. Merci. Merci. Donc maintenant j'ai compris pourquoi cette date était sortie du chapeau comme ça. Et mais sûrement. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si la vie, vu que ce projet est déjà passé en recours au tribunal administratif, si ces 4 permis de construire sont autorisés donc le 18 janvier, lors des vœux, quoi qu'il arrive, l'ensemble des documents de l'enquête publique ira aussi directement au tribunal administratif de Montreuil. Je ne vais pas vous cacher non plus qu'on a été reçu chez Unibail la semaine dernière parce qu'ils voulaient nous voir, parce qu'ils avaient quelque chose qu'ils auraient souhaité partager. Voilà, on a été reçus en réunion. On a découvert plusieurs points lors de cette réunion, c'est que finalement, en fait, ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent sur un plan B. C'est-à-dire qu'ils ont un plan, voilà, ils sont en train de travailler donc, avec le maire actuel sur un projet, donc sans aucune concertation, c'est pareil, de la même manière. Voilà, donc on était déjà surpris de cette... Je suppose que vous leur avez demandé pourquoi ils n'avaient pas présenté avant. Exactement, et pourquoi finalement les projets qui sont à l'enquête publique aujourd'hui sont le même qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de faire changer les choses, pourquoi pas le faire? C'était l'opportunité de le faire. Sauf qu'eux nous disent... On en revient sur une logique administrative et juridique, qu'il est souhaitable que des permis soient signés et qu'on les modifie dans un deuxième temps. Donc on verra la décision qui va être... voilà. Mais effectivement, peut-être que... Et finalement, ce qu'on s'est rendu compte dans cet échange, c'est que sur leurs 4 permis de construire, 3 restent inchangés. Voilà, clairement. L'espace de restauration, le drive et la tour de bureau. Et le seul sur lequel ils se sont accordé avec la mairie pour un éventuel changement, c'est la surface commerciale. Et, alors est-ce que c'est pour nous faire plaisir, pour nous flatter, je ne sais pas, ils nous ont annoncé un chiffre comme quoi ils souhaiteraient créer un vrai parc de 8 à 9 000 m², donc de revenir à de la pleine terre. Voilà. Donc c'est le projet sur lequel ils sont... Voilà. Mais on a eu des lignes comme ça sans avoir forcément de plan, de pas, de caisse. On attend aussi, ça ne reste qu'un plan alternatif pour eux. Et nous on n'a pas compris effectivement la temporalité. On reste bloqué là-dessus. Mais voilà les prochaines étapes. Pour revenir sur ce qu'on se disait là, effectivement, nous on n'est pas contre le projet, on veut juste un projet qui ne soit pas nocif en fait et impactant en fait au quotidien pour les habitants. On a tous des enfants, déjà qu'il y a des gens. Voilà, faut pas être, voilà, faut
se dire, voilà, cette pollution, ce que ça engendre, effectivement, ce lieu est là, c'est pas lui qui génère la totalité de la pollution, mais malgré tout, il en génère plus. Voilà. Et quels sont les impacts? Et comparer, moi, clairement, dans la balance entre la santé et l'économie, je mettrais la santé en priorité. Voilà. Merci. Ouais, juste pour un petit retour de ce que les gens nous ont fait sur le terrain, il y a une ou deux personnes qui nous ont demandé mais si il faut qu'on fasse ce projet parce qu'on ne peut pas garder le parking actuel. En fait, on a tenté de nous opposer le fait que c'était soit l'état des lieux, soit le projet. Et en fait, nous on dit non. En fait, il y a des millions d'alternatives. En fait, si on est un peu créatif, entre le projet actuel et je sais pas une forêt urbaine. Pour prendre l'extrême opposé, il y a des millions d'entre-deux en fait. Et donc, quelque part, cette opposition qui est faite, nous on n'est pas d'accord. Et nos demandes, elles sont simples. Déjà, le projet qui est déposé aujourd'hui ne doit pas se faire, et on va s'opposer en justice, et on ira voir le juge pour lui demander de l'interdire. Ça, c'est notre position, elle est claire. Quoi qu'il se passe à cet endroit-là, nous, on exige que les habitants soient concertés, ça, on a assez insisté dessus, c'est-à-dire qu'ils doivent être partie prenante de ce qui va arriver près de chez eux. Et le projet qui existe actuellement, les locaux actuels doivent être transformés, parce que ce que montre l'état des lieux, c'est que la manière dont on s'y rend pose problème. Là, on voit un effet rebond avec l'augmentation de la circulation. On doit accéder au centre existant de manière moins polluante, en créant moins de bouchons, en créant moins de problèmes de chaleur. Et donc, quelque part, on est tout à fait favorable à ce qu'il y ait un projet sur place, ce projet déjà étant de retravailler le centre actuel pour le rendre résilient et en faire quelque chose qui ne soit pas une nuisance pour les habitants. Voilà. Ça déjà, c'est clair. Concernant l'extension, nous, on est défavorable à l'extension, de facto, parce que pour l'instant, elle ne fait qu'entraîner une hausse de l'ensemble des problèmes qu'on a soulignés. Voilà. Donc on ira en justice, voilà, ça ira chez le juge, et puis une fois que cette étape sera passée, on verra le cas, parce que le projet est tombé, est-ce qu'il a été signé, est-ce qu'il a été gardé, et quelle est la marge de manœuvre pour discuter de la suite. Voilà. Rendez-vous le 18 janvier alors. Voilà, 1er jalon le 18 janvier. Merci.